va enchaîner sans plus tarder sur le panel numéro 2, justement après la réflexion sur le cadre continental de la gouvernance des données. On attaque maintenant le potentiel de l'économie de la donnée. Et ce panel va être modéré par M. Daniel Spoila, conseiller de la GIZ. Est-ce que M. Spoila est déjà en ligne, Muntaga? Yes, oui, je suis en ligne, merci beaucoup. Vous nous entendez? Oui. Merci d'être là. Donc, avant de vous donner le fleur, j'informe tout simplement que vous modérez ce panel avec Mme Ololade Silom, qui est responsable de la politique de confidentialité Afrique, Moyen-Orient et Turquie de Meta, avec Mme Teki Akwete, excusez-moi, fondatrice et directrice du Africa Digital Rights Hub, qui est aussi une grande dame de l'écosystème, et en compagnie de M. Seydina Moussa Ndiaye, chercheur en intelligence artificielle, directeur du développement et de la coopération à l'Université virtuelle du Sénégal. M. Ndiaye, s'il vous plaît, venez rejoindre le plateau pour qu'on puisse entamer cet important panel. Et vous avez maximum 45 minutes, 40 minutes, parce qu'il faut qu'on libère la salle à 13 heures. Voilà. Voilà, mettez-vous au milieu, s'il vous plaît. Monsieur Spoila? Yes, can you hear me? You have the floor. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much for the invitation to the Senegalese government and to Smart Africa. And for me, I want to give special greetings to Madame Diop and Telma for this kind invitation. We will discuss about the data, the value and the potential of data across the African continent. We have heard a lot of comparisons saying that data is the new oil. Frankly, I don't believe that. Here in GIZ, we believe that actually the data is the groundwater that everybody should benefit from. And we have some very good guests today to discuss this, a number of questions. And I will, due to the time, I will just go directly to the questions, if you allow me. So, Dr. Ololade, based on your insights from Meta, what do you see as the greatest area of opportunity for Africa on data economy? Thank you very much, Daniel. I hope you can hear me. Yes. Great. Good afternoon, good morning, everyone. So yeah, for us, we believe that simply recognizing the power of social media, especially the power to be able to radically accelerate the growth of the digital economy, and also demonstrating that the data economy and the digital economy are inextricably linked and are mutually dependent on each other. So I wanted to just share with you, just to demonstrate this fact, a particular research that was conducted, last year between February and March, that talks about how social media is powering businesses in Africa. So the survey was of about 4,000 SMEs across 8 countries in the region. And, it looked at, the adoption and the use of social media and messaging platforms and the value added to SMBs, as well as barriers to usage. In particular, it examined how the digital economy, as evidenced through our apps on Facebook, creates values for SMBs operating in Africa, and how social media generally can accelerate the African continent's economic development. Some of the data I wanted to just share with you coming out of this research was that 73% of the SMBs surveyed said they use social media. 84% of these SMBs also said that the apps that they were using on Facebook have been important for the growth of their businesses. 7% of SMBs surveyed said that in the last 6 months, their business innovated its products and service offerings based on the information that they had gathered through the use of Facebook apps. 2 more data points. 77% reported that the business is stronger today
because of the Facebook apps that they were using, and also 55% reported that their business is stronger also because of other apps that they were using that are owned by the company. I wanted to just flag, some of the particular ways in which they use the apps to support their businesses. So first of all was to build their brand presence, right? So that we're creating Facebook pages and, all that. Also to network and to learn. So they were joining groups to learn from connection and, interactions with other people. There was sales and communication, sharing their content directly and messaging people and customers to be able to, sort of share what they were doing. Recruitment. Many people were posting, vacancies, and of course that helped, to be able to attract the right kind of people. Market research, which is very important. Understanding the insights and also, actually posing questions in polls to understand exactly what was needed, and also leaving allowing customers also give reviews about things that they had purchased. And of course, and probably more linked to our business that was paid advertising, posting actual advertisements, on Facebook or Instagram, and being able to target specific audiences. So that in summary is what I will say. I wanted to just also then flag in particular a particular case of someone based in Senegal who has a business called Femazon, and she was able to establish a fruit and veg company that relied on locally sourced natural and organic products. And what she said was that within 12 months, she was able to double her turnover, and then also more than doubled her profit, because she was able to, sign up for Facebook for Business, and also sign up to learn the e-learning blueprint course. So in a nutshell, this literally demonstrates the importance of the data economy for the digital economy and the apparent link between the two. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Olande. Now question to Teki, because we are seeing, and this is very much in relation to Facebook and the other big tech giants. We are seeing that a lot of the benefits of data are centralized, are monopolized. Like even we saw this mentioned in the AUC data policy framework. But I will get to Facebook to see how we get more benefits. Like we understood from Facebook how SMEs are benefiting from a platform. I wanted to ask Teki, based on your work, are African citizens positioned to benefit optimally from the data economy? And if not, how can African citizens be empowered to benefit more from this data economy? Meaning how we can bring more of the value of the data towards the citizens. Thank you, Daniel, and thank you, Smart Africa, for this very timely conversation as well. Are we in the right place as Africa to benefit from the data economy? I think that some work has been done, and I'm really hoping that in the discussions in the room today, we would really be able to understand even what we mean by the data economy, for Africa, because the data economy is a very broad area. There's the personal data economy. We have the big data. We have the algorithms economy. It's interesting to see that almost there are bits and pockets of these economies rising up on the continent. Just last Saturday, as part of the Open Data Day celebrations, we had a webinar where we brought on board people that are working with open data on the continent. And the information they shared, which is also what I want to share here, is that, is both good news and bad news. So there is a lot of data on the African ecosystem. Unfortunately, most of the quality of these data, because the data is out there, are not properly structured. So it doesn't really enable a lot of sharing and interaction as that should be. There are no harmonized frameworks. And I'm not just talking about data protection here, because some of these data sets we are talking about are not necessarily personal data, so to speak.
So if you ask me, yes, there is a lot of opportunity. And one of the things that also came out clear in that discussion was the fact that, interestingly, a lot of non-African companies, especially the likes of Facebook and, you know, even other governments, apart from African governments, tend to hold more information, for instance, or data on Africa than we even have on our continent. The question is, how do we harmonize or harness some of this data for our benefit? There's a lot of satellite data on climate. I am told that cuts across, you know, probably decades, which can really inform decision-making for public good in Africa. The question is, are we harnessing this enough? In order to enable us, both governments and private sector, to harness these tools effectively, or these resources, we have to, you know, have a different mindset around how we approach data. There is still lack of education, you know, around the data ecosystem in our respective countries, as well as, you know, on the continent as a whole, which is why the AU framework is a good starting point, you know. But for me, I think prioritization is very important. Do we want to focus on the area of, let's say, data for public good? That may be a good place to start. It may not necessarily be personal data, but we may be able to build a whole ecosystem around that. And aspects of that is already happening. So back to your question, yes, we have, you know, we have bits and pieces, but I think we are far from the ideal. You know, we are far from the place where we can say that Africa is at a place where it can take advantage of the data economy that it proposes to do. In order to do that, we need to ensure that the quality of data is out there. We have the right frameworks in place. We are addressing all the regulatory challenges around privacy, around human rights, ethics, and ownership of data in order to get us to where we want to go. Thank you so much, Teki. In my work, what I realized, for example, that we don't have a lot, it's strange, but we don't have a lot of data about the data economy in Africa. For example, we don't know the value of the data economy in Africa. So question maybe is like, what are the instruments first to create, let's say, to have all this data in order to create the right decision making, to have the right decision making. But now I want to go to Mr. Seydina, and I'm a big fan of the Virtual University of Senegal, and I want him to share on the AI project that he has been running, to tell us a little bit about the AI project he has been running with the Virtual University of Senegal and their significance for the data economy. And please, Mr. Seydina, please take the floor. Merci Daniel. Merci. Tout d'abord, je tenais à remercier la CDP et Smart Africa donc, de m'avoir convié pour partager un peu avec vous les différents projets, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on mène au sein de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, j'aimerais d'abord présenter deux projets qui sont un peu techniques avant de parler d'un troisième projet en fait de recherche que nous avons au sein de l'université virtuelle. Donc le premier est le projet en fait le plus naturel pour une université virtuelle, ce qui s'appelle TutorBot, donc qui est la mise en place d'un tuteur intelligent en fait pour guider à l'apprentissage dans une plateforme en ligne. Donc comme vous le savez peut-être, dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc l'application de l'intelligence artificielle dans l'éducation est quelque chose d'assez complexe et il n'existe pas encore en fait de système très performant pour guider à l'apprentissage. Donc nous, notre but, c'est de profiter du fait qu'on a au sein de l'UVS une plateforme en ligne qui a plus de 55 000 étudiants, donc avec beaucoup de transactions en termes de données pour nous donner assez
assez de substance en fait pour travailler en fait sur des algorithmes très performants. Donc là, la problématique qu'on avait eue au début, c'était l'accès à nos propres données, parce que il faut savoir qu'on a une DISI qui se trouve là, membre de la CDP, et qui voilà, nous posait assez nous demander d'avoir un cadre d'utilisation de nos données. Donc, je pense que maintenant, on s'est mis d'accord sur ce cadre-là, donc, et d'avoir cette base de données assez consistante nous permet en fait d'avancer sur nos travaux. Le second projet sur lequel j'aimerais discuter, c'est un projet dans le domaine de l'agriculture, donc qu'on mène. Donc, l'application de l'IA dans le domaine de l'agriculture. Donc, il y a un projet qui est accompagné par le ministère de l'Enseignement supérieur et donc qui regroupe l'Institut supérieur de recherche agricole. Il y a Africa Rice également, qui est une institution spécialisée dans le domaine du riz. Et d'autres structures en fait qui évoluent dans le domaine du riz. Donc l'objectif de notre projet, c'est d'utiliser les données aussi bien sur les parcelles de riz, sur les données satellitaires et autres, et toute la connaissance en fait qui est disponible à travers ces différentes structures de recherche pour avoir des outils d'intelligence artificielle en fait pour prédire un peu la production de riz au niveau national en utilisant l'image satellitaire et puis les différentes données. Donc là aussi, l'un des objectifs, c'est de permettre un accès à toute la communauté en fait qui s'intéresse spécifiquement au riz, d'avoir accès à toutes les données possibles qui seront générées. Le troisième projet auquel j'aimerais que j'aimerais présenter en fait, c'est un projet de recherche multidisciplinaire que nous menons et qui consiste en fait à faire un état des lieux, à trouver en fait tous les prérequis à la mise en place d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Donc, qui seraient des inputs que la communauté scientifique en fait pourrait donner, mais par exemple au ministère en charge de l'économie numérique pour la mise en place d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui serait une stratégie efficace. Voilà les différents projets de recherche en IA que j'aimerais partager avec vous. Thank you, Mr. Saidina. And I know we are working as well inside GIZ on supporting AI in Africa. We have a project called Fairfor, and we know that AI cannot function with to access to quality data. So I think that is one of the key issues that that legislation can actually and data regulation can address. Now back to you, Ololande. What I can say is that Facebook can be an impressive platform. Actually, I'm talking from the Ukrainian-Romanian border, and people are using now every day. So it's the Facebook platform to get in touch and to support all the refugees that are crossing the border. However, over the years, there were a lot of criticism around how Meta Facebook before has managed the personal data. So question to you is what are you doing at Meta to ensure that data economy activities are transparent and respect the privacy of individuals? Thank you again, Daniel. So I want to start by saying that for us, helping people understand how data is used is very important for us. And it's one of actually our key privacy principles that we share publicly. We try to provide this understanding using our privacy policies. It really is like a document that explains our data practices. However, we recognize that oftentimes, privacy policies are often complex, legal documents that may be difficult for ordinary people to understand. And so, we also realize that simply providing
extra information, more information, you know, is not always useful for people. And as we've previously communicated, you know, in a white paper that we shared on communicating transparently, believe that privacy policy should not be the only way for companies like us we communicate about their information, and that, okay, I'm hearing an. Me too. Can I continue? Please, but I don't know. I hear an echo. I don't know. Sorry? I hear an echo. You heard the echo as well? Yes. Okay, But so now I'm it's not good. Please should I continue? Please continue. Please continue. Let's Oh, see okay. first now. So as I was saying, we've said this before, that we do not believe that the privacy policy should be the only way that we communicate to people, you know, about their information, and also that beyond simply meeting the minimum legal standards, we need to find new ways to both inform and empower people to make privacy choices that are meaningful for them. And so as part of this efforts, I wanted to also emphasize that in addition to privacy policies, we believe that providing education on tools that give people like practical information about how their data is being used and how to exercise control over their data in like very clear and plain language that is easily accessible and understandable is very, very, very important. So our overall approach is to provide users with meaningful information that empowers them to make choices about how to engage online and how to then share their data. So an example of this is something that we started to roll out 7th of January, when we launched what we call the Privacy Center. And the idea is to educate people about their privacy options, and also to make it easier for them to understand, you know, like the basics, like how do we collect information. So in the Privacy Center, users can learn about our approach to privacy. They can read up on our data policy, which is the same thing as a privacy policy, and learn how to use the many privacy and security controls that we offer. So for instance, you know, we provide users with a new place to learn about our approach to privacy across our apps. We give them helpful information about, you know, the kind of, you know, technologies and apps that exist. And we actually give them information about 5 main, we'll say, common privacy, it's like sharing, security, data collection, data use, and ads. So we decided to roll this out in January, and over time, we hope that by the middle of the year, at the very latest, we will have this right across the world, and it will be global. And so the idea is to have this, I would say, tool to help people better understand and educate them about, you know, things that have to do with their data on Facebook. Thank you very much, Daniel. Back to you. Thank you so much, Orlando. Now we're gonna, and I'm super happy to see that that Facebook is taking these things in their own hands and informing people, educating people about the value of their personal data and how to protect it. Now I'm going to Techie, and we discussed a lot, Techie, about challenges. About you know, availability of data, about quality of data, but do you think there are some challenges that can be highlighted and we are overlooking them? Do you can pinpoint some key challenges for us in how we can bring the benefits of data towards the citizens, and of course protect their fundamental rights, the right to privacy? You are muted, Techie. After many years, we're still making this mistake. Yeah, there are a host of challenges, but these are not challenges that we cannot address, right? They are surmountable. First of all, I think the biggest challenge we have as Africa, and even as individual countries, is really having an overview as a country, as the continent, on what our data ecosystem looks like, right? So we really need to identify what is the data ecosystem like, and back to what you said initially, what are the opportunities there? Because it's a very expensive business. The data economy is very expensive. You're talking about technologies, you're talking about training people. So we really have to see and identify the opportunities that it brings to us.
Now, having identified those opportunities, we clearly, if you look at the data ecosystem, the information that is there that will be rich, that can benefit Africa, is coming from various sources. It's coming from governments, it's coming from private sector. It may be coming from, other maybe international bodies, donors, and other agencies. So we really need to build a framework around collaboration and strategic and sustainable partnerships that can enable us harness and use this data. Currently, a lot is happening, but I don't think we're really thinking, at the continental level around this. So we really need to start thinking around how do we build these strategic partnerships around that. Once you've built the strategic partnerships, you also need to look at a data governance. Can you hear me? You Yes. need to look at a data governance framework that can address issues around stewardship, right? How to make the data, call it open for lack of a better word, and accessible to the industry and people who need it. Some of these people may be private sector in order to, make useful interventions out of it that will benefit Africa. So we need to have that data governance framework that will come up with some structure or data governance structure around, who is going to collect what information. We need a framework within the data governance structure that looks at personal data and its use within there. We need to have concepts, which are uniform around the quality of the data and the classification of the data to make it easier for data to flow. We've been talking about free flowing of data, but if I want data to move from Ghana, maybe to we're collecting data from Senegal, Ghana, South Africa, and the rest, you will definitely need, to have data systems that can be brought together. If you have different types of data sets, collecting them and making meaning out of them will probably cost you a lot more than you are willing to do. So those are some of the challenges you have. You also need to look at the security frameworks. What are we giving out? Who should have access to what information? What kind of protocol should we put in place? And at what point we give out that information? I always share this example because I happen to be on a steering committee with the Ghana Statistical Service, and they have done some amazing work which started during the Ebola time and had a very strategic relationship with Vodafone and Flowminder, where they were then utilizing mobility data from subscriber call records, to determine movements. Interestingly, COVID struck, and this data was able to provide relevant information for the government in a timely manner. So clearly, there are uses that we can put such data. The question is, we have to be ready, right? In order to do this, they were looking at technical infrastructure, putting in place technical infrastructure. They had to, bring all the parties together. They had to look at the necessary regulatory intervention because aspects of this information was called data records. And so you needed to anonymize the information in such a way that, you are not going to infringe on privacy rights and other things. They also look at, financing it. And that was the other thing, and training the people that are going to utilize this data. So in all, our major challenges, if I should summarize, will be around, governance structures, will be around providing the necessary training for the ecosystem and putting in place, building those sustainable partnerships that can enable us do that. Thank you so much, Teki. This is exactly, I think, the work in Senegal right now that Madame Diop was mentioning, that national data strategy. And I think that what I'm taking from what they're saying is partnership, is multi-stakeholder partnership and whole of government partnership in designing this data regulatory frameworks, yes, in opening data.
Yes. Now, the last questions for Mr. Sedina. Can you take us through the linkages between the data economy in academia and the role of academia plays in influencing the growth trajectories of the data economy and human capital development? Okay. The floor is yours, Mr. Sedina. Merci, Daniel. Donc, pour répondre à cette question, en fait, je reviens dans le domaine de l'intelligence artificielle qui utilise beaucoup de données et qui nécessite également certaines compétences. Il y a deux niveaux d'utilisation qu'on peut séparer. Donc, il y a des méthodes qui sont maintenant assez classiques qu'on peut utiliser pour répondre à certains problèmes. Donc ça, il nous faut avoir toutes les compétences, donc former les personnes qu'il faut donc au niveau académique, donc pour que les entreprises, le secteur privé puissent avoir les ressources humaines qu'il faut pour utiliser ce type de technologie. Par contre, là où il y a vraiment de la valeur ajoutée au niveau économique, c'est dans les domaines où il nous faut avoir plus de recherche pour créer de la valeur au niveau de l'économie. Et donc là, également, le secteur universitaire peut aider, donc avec des alliances avec les laboratoires de recherche, où des chercheurs pourraient travailler avec les entreprises pour créer des algorithmes en fait qui seraient utiles. D'autre part, un autre volet où il est important d'avoir ce link-là entre le monde de la recherche universitaire et l'industrie, c'est dans le domaine des infrastructures. Parce qu'il faut savoir que quand on a beaucoup de données, maintenant il nous faut la capacité de traiter ces données-là. Donc, dans le monde universitaire, on a beaucoup plus accès à, par exemple, des technologies comme les supercalculateurs, donc HPC, qui pourraient traiter en fait un grand volume de données. Donc, cette relation-là entre le monde universitaire et le monde de l'industrie, en tout cas au niveau africain, où la plupart des entreprises n'ont pas les capacités d'acquérir en fait ce type d'infrastructure-là. Donc, ce serait une bonne chose que ces entreprises puissent s'allier avec les chercheurs, donc pour pouvoir utiliser des infrastructures comme les supercalculateurs. Le dernier niveau, et donc là aussi, je ramènerai ça dans le domaine de l'IA, c'est l'IA appliquée à l'éducation. La plupart des données susceptibles d'être exploitées dans ce domaine-là viennent du monde universitaire. Donc, ce serait bien que les universités puissent avoir une politique de gestion de leurs données, pour que ces données-là puissent être mises à disposition en fait du monde économique, pour qu'on puisse avoir en fait des applications efficaces donc dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Voilà, merci. Thank you very much, Mr. Sedina. I might add one fact is I know in Europe we are lacking 2.5 million data professionals. We don't know what is the situation in Africa because we don't have such data. But what I can tell you is that Africa is the youngest continent on the planet. So I think one of the biggest role of the academia can be actually to train data professionals. This is one of the key factors that I want to add to what is the role of the academia. Now, if I may, I will take some questions from the floor. I don't see the floor on my screen, but please, if there are questions from the floor, we are happy. I think for our guests here, they will be happy to answer. Merci beaucoup, Daniel. Donc, on va essayer de profiter des 15 minutes qui nous restent, parce qu'il nous reste 15 minutes pour terminer, pour aller en pause déjeuner.
pour effectivement donner la parole à la salle s'il y a des réactions pour ce panel. Comme ça, on vous transmet les questions. Marie, gérez le micro, s'il vous plaît. Daniel, est-ce que vous arrivez à voir la salle? Oui, ah, d'accord. Oui, je peux voir la salle. Je vous l'organise et vous prenez note aussi en même temps. Oui, il y a devant vous, Marie. Comme ils sont en ligne, Adam, il faut vous présenter pour que Daniel puisse prendre note aussi en tant que modérateur pour les réponses. D'accord, merci beaucoup. Tenons compte du temps. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama. Je me présente, c'est un autre Adama, Diouf, de Sonatel. J'avais quelques observations sur le panel qu'on vient de suivre, sur l'économie, les potentiels économiques de la donnée. Alors, moi, la question que j'aimerais aborder, c'est sur le link qu'on peut faire entre la réglementation et l'économie de la donnée. Autrement formulé, comment aujourd'hui le cadre réglementaire peut permettre aux responsables de traitement de tirer pleinement profit des données qu'ils collectent et qu'ils exploitent dans le cadre de leurs activités. Je pense qu'il est important, on a parlé ce matin du cadre africain avec la Commission de l'Union européenne. Je pense qu'il est important que toute réglementation qui vise à encadrer un peu le processus de collecte et de traitement des données puisse s'inscrire dans la recherche de l'équilibre entre la nécessité de protéger la vie privée et les libertés individuelles des personnes concernées, mais également l'absolue nécessité aujourd'hui de pouvoir permettre à l'économie numérique de tirer profit de l'économie des données et des potentialités énormes que regorgent ces données-là. On a parlé d'intelligence artificielle, de use case qu'on peut utiliser pour valoriser les données. Je pense que les réglementations doivent évoluer dans le sens de cet équilibre-là et non juste dans le sens de contraintes que peuvent vivre les responsables de traitement. On a parlé du RGPD. À chaque fois que parfois dans la presse ou autre, on entend parler du RGPD, on entend parler de sanctions financières qui sont infligées à certains groupes. On entend parler de Google Analytics ou bien des cadres d'échange entre l'Europe et les États-Unis qui sont retoqués souvent par la Cour de justice de l'Union européenne. Il faut qu'il y ait un cadre de confiance qui soit mis en place au lieu d'aller souvent vers des cadres réglementaires qui sont assez contraignants. Et ces évolutions législatives-là peuvent prendre certaines formes, notamment au Sénégal, comme on le connaît. Bon, c'est ce que je connais le mieux. Nous avons encore des formalités préalables qui peuvent être assez lourdes et assez chronophage pour les responsables de traitement. Je pense que dans le cadre de la refonte de la loi sur la protection des données qui est en cours au Sénégal, on peut aller vers un allègement à défaut de suppression de ces formalités-là pour davantage responsabiliser les responsables de traitement pour qu'ils puissent documenter leur traitement et parallèlement renforcer les prérogatives de contrôle de la Commission pour qu'on puisse arriver à ces objectifs-là. Je termine par un dernier point, c'est sur les bases légales de traitement. Souvent, quand on veut tirer profit économiquement de certaines données, actuellement, à l'état actuel de la législation, on ne peut pas le faire sur la base des bases légales de traitement qui sont prévues par la loi. Donc, il faut qu'on évolue également vers l'intérêt légitime des responsables de traitement. Je donne l'exemple, juste pour terminer, de certains opérateurs de téléphonie mobile qui doivent utiliser, par exemple, des données de géolocalisation pour pouvoir faire de la planification réseau ou bien de la densification réseau. En l'état actuel de la réglementation, aussi bien de la protection des données personnelles que de la loi sur les télécommunications électroniques, parfois il peut arriver qu'il soit difficile de le faire compte tenu des contraintes juridiques qu'on peut vivre. Donc, c'était une suggestion en même temps que certaines perspectives qu'on peut aborder pour aller de l'avant. Merci. Merci, Adama. Un autre, s'il vous plaît, rapidement. Daniel, ça va? Vous avez le son? Ça va. Merci. Oui. Voilà. Bien le bonjour à tout le monde. Moi, c'est Amadou Tidiane Sow. Je pense que Adama, c'est mon doyen. Il me connaît, je suis dans l'agritech.
Je suis le directeur de publication des supports, le JACENAM, rondelplus.org. Voilà, collaborateur aussi d'un site qui s'appelle actu.sn. Mais Adama, nous avons vu le président Abdoulaye Wade devant l'Assemblée au Parlement des Nations Unies prendre la parole pour défendre l'Afrique. Je pense que la famille du numérique africain doit prendre les mêmes langages. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure n'honore pas l'image de l'Afrique. C'est ce que j'avais à dire. Si j'ai blessé ou vous faire un mauvais procès, vous m'excusez. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, c'est Michel Diouf Samba, de l'opérateur de service universel des télécommunications du Sénégal, CSU. Je suis juriste et chargé des relations institutionnelles et par ailleurs enseignant au niveau du supérieur. Sur la question surtout de l'économie des données, j'aimerais intervenir parce qu'en fait, j'ai entendu les intervenants de tout à l'heure et je vous félicite d'abord pour vos discours qui galvanisent et qui en réalité posent le contexte et la nécessité d'aller vers une protection. Mais c'est une contribution que j'aimerais faire. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie de déplacer le curseur vers non pas une stricte protection, mais aujourd'hui une appropriation par l'Afrique de tout ce potentiel, de toutes ces dividendes qui peuvent également avoir un contenu économique. Je m'explique. Il ne s'agit pas simplement de valoriser une protection assez stricte pour moi des données, mais il faudrait également qu'aujourd'hui, qu'on en vienne même à une patrimonialisation des données personnelles de l'Afrique. Si aujourd'hui l'Europe peut dire que mes données valent 1000 milliards sur une période, il faudrait nécessairement qu'on en arrive demain à ce que le continent africain puisse également donner les mêmes chiffres par rapport à la transmission, à l'utilisation de ces données. Je crois que pour élargir la protection au-delà du droit spécial ou des législations spéciales qui portent directement sur le numérique et également sur les secteurs connexes, il faudrait également qu'on aille voir toute cette réglementation africaine émanant de leur pays sur la propriété intellectuelle et que cette réglementation-là aujourd'hui puisse être activée, reformulée pour que la protection des données également soit aujourd'hui un atout économique qui puisse garantir à l'Afrique quand même une certaine croissance. Et je crois que c'est seulement à ce titre-là que l'on pourra quand même garantir au continent une appropriation économique de ces données. Maintenant, la question qui va continuer à se poser sera de savoir est-ce qu'il s'agira en réalité derrière le changement du droit de propriété intellectuelle sur les données, est-ce qu'il s'agira simplement d'une exploitation à titre individuel ou est-ce qu'il s'agira également d'une exploitation qui se fera de manière collective? Parce que nous remarquons aujourd'hui qu'avec le marketing direct, etc., et tout ce qui se fait dans le digital, mais il y a énormément de dividendes qui échappent à l'Afrique. Il ne faudrait pas que l'on tombe dans le piège de l'argument lié à l'avancée numérique, à l'avancée de l'innovation, en disant que oui, si on protège trop, si on donne trop de bénéfices, si on donne trop d'appropriation privée des données, on risque de biaiser l'avancée de la technologie. Je crois qu'il ne faudrait pas également qu'on tombe dans ce piège-là et que également tous les responsables de traitement de données, quand même, à un moment donné, en arrivent à partager avec, en tout cas, les autres qui interviennent dans cet écosystème-là et qui pourraient quand même profiter directement de l'exploitation de leurs données et en faire profiter indirectement à leur État. Je vous remercie. Merci. Marie? Bonjour à tous. Je suis Khadilo, en charge du développement commercial chez Gaïné 2000. Donc, moi, j'aimerais juste parler des initiatives qu'on a sur le sujet, sur l'identité numérique et la gouvernance des données. Donc, Gaïné a mis en place une PKI, donc, qui a pour rôle
délivrer des certificats numériques. Donc, ces certificats numériques sont une carte d'identité sont comme une carte d'identité numérique qui permet de sécuriser des transactions électroniques, mais aussi de sécuriser vos documents. Donc, par la suite, pour cette initiative-là, nous sommes agréés par la CNC, le Comité national de cryptologie, et à ce jour, nous sécurisons plus de 2 millions de transactions électroniques au Sénégal et aussi dans la sous-région. Donc, c'était juste pour parler un peu des initiatives que nous faisons. Nous travaillons aussi avec le PNUD sur l'étude de faisabilité de l'identité numérique du Sénégal. Donc, vous pouvez vous rapprocher de nous pour tout ce qui est lié à l'identité numérique. Donc, nous répondons aux standards internationaux sur tout ce qui est PKI. Merci. Un dernier intervenant, s'il vous plaît, au fond, là-bas. Après, oui, la sécurité, on ne vous a pas encore entendu. Après, on termine avec vous. Merci. Merci beaucoup, Alain. Et les différents panélistes. J'ai une question et ça peut s'appeler ça. Mamadou, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Je suis Mamadou Thior, je suis le président du CORET, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. Donc, là, vous avez abordé les potentialités de l'économie de la donnée. Souvent, en parlant des hydrocarbures, on parle de malédiction du pétrole. Est-ce que pour ce cas-ci, il y a des risques de malédiction de la donnée et comment y faire face? OK. On est à nos amis de la gendarmerie qui ne sont pas beaucoup intervenus quand même. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis le capitaine Serigne Bakegui, chef de la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. Je suis avec le commandant Amadou Tidiane Sow, chef de la DSI de la gendarmerie. Donc, je voulais faire une contribution et une question. En ce qui concerne la contribution, au regard des discussions qu'on a eues ces 2 jours, on peut comprendre comme c'est défini dans la stratégie numérique, la stratégie nationale de cybersécurité, et que l'objectif des discussions, c'est d'assurer une confiance dans le cyberespace. Et qui parle de confiance dans ce système, où plusieurs acteurs sont présents avec des besoins différents. Je pense que il y a en fait le cadre réglementaire est à saluer et nous, sur ce qui est du projet de loi sur l'autorité de protection des données à caractère personnel, nous saluons en fait les mises à jour qui ont été sur le projet, les mises à jour apportées, et que sur l'approche, nous pensons que comme on l'a développé hier, il s'agira peut-être d'adopter une approche sécurité by design, c'est-à-dire en prenant en compte les besoins des uns et des autres dans l'implémentation des solutions, parce que le besoin est là. Aujourd'hui, ce qui est recherché principalement, c'est d'accéder à ces données. Et c'est important pour les acteurs publics, c'est important pour les acteurs privés, c'est important également pour les acteurs de la sécurité et de la défense du territoire. Et souvent, lorsqu'on parle des forces de défense et de sécurité, on fait un peu allusion aux libertés individuelles et aux libertés individuelles des utilisateurs. Aujourd'hui, il est essentiel, comme tout ce que nous avons comme droit évoqué dans le projet de loi, qu'on met ça en œuvre dans la pratique, qu'on met ça en œuvre, le droit pour aujourd'hui à l'ère du numérique. Il ne s'agira pas, par exemple, dans un service, de mettre en place une NDS pour interdire tel ou tel acte, pour s'assurer, concernant les mesures de cybersécurité. Mais il s'agit de les implémenter dans la solution, de telle sorte que, par exemple, pour quelqu'un qui doit changer son mot de passe après 3 mois, s'il veut y accéder, en fait, le système l'oblige à changer de mot de passe, sinon l'accès est bloqué. Je pense que comme avec l'expérience qu'on a vue du côté du Maroc, je pense que c'est des choses qui pourront servir à améliorer
les choses dans ce sens. Et pour la question, on voit que sur les données à caractère, sur le projet de l'autorité de protection des données à caractère personnel, on peut nous voir comme des autorités des responsables de traitement de données. Et aujourd'hui, nous avons besoin dans ce cadre d'être accompagnés. Je pense qu'ici, il y a plusieurs acteurs qui sont là. On peut comprendre que c'est nécessaire que lorsqu'une infraction est constatée, qu'on recherche des éléments de preuve, qu'on puisse aboutir à trouver en fait l'auteur de ces faits. Et ça revient à parler de l'identité numérique, son intérêt. Et pour cela, nous interpellons l'ARTP dans ce sens parce qu'il y a des mesures qui ont été prises par l'État dans le cadre d'encadrer en fait, les ressources provenant des télécommunications. Et aujourd'hui, il y a un besoin de défense. Quelles sont les opportunités qui se présentent pour les forces de défense et de sécurité auprès de l'ARTP? Je vous remercie. Merci. Daniel? Yes, I don't know. Do we have time for 15 minutes? Okay, so I'm merci beaucoup, cher ami. I'm taking 3 points. I understood like what are actually the interventions. So the first one that I saw is what is the balance between data protection and innovation. I think a lot of our colleagues that intervened from the room said that we need strong data protection rules. However, what we saw in Europe on implementing the GDPR is that a lot of the entities big companies had the financial resources to comply with GDPR. But at the same time, this affected a lot the SMEs and the startups because they didn't have so many resources to comply with GDPR. So a question to you is like, how do you see the balance between data protection and innovation? And I will open the floor to whoever of you want to will want to intervene. I'm looking to you a lot, Ololanda, because we heard that Facebook and Instagram might be retreated from the European market due to the fact that that it's very hard to comply with GDPR. This is an announcement of a month ago from Meta. I don't know if you are very familiar to it. And the second of all was another point that was made was the appropriation of data resources, meaning that is a question of the international talks that are right now in OECD around data taxation. How do you see this? You know, it's like I heard from the room that big companies should pay back to the states the benefits that they are taking from. So this is what sorry for maybe my French is bad. So and the third thing that we heard from our colleagues from the Gendarmerie was what is the importance of cybersecurity regulations now when we speak about creating this enabling environment for data. It's like how important cybersecurity, how important it is to create the trust in the national data system. So if there is any intervention from the floor, I will open the floor for any of you who will want to intervene. Becky? Okay, I can go first. So data protection and innovation. I'm one of the firm believers that, you know, data protection can be both an enabler for innovation and it can disenable innovation. It is all about how we manage the regulatory environment. Now, having said that, I think we should really understand that data protection protects a very core aspect of human data. And I think Madam Pansi couldn't have put it
better in her earlier statements by saying that it is a critical human rights, right? It's an inherent thing. We all as individuals need to have some control or autonomy around our information, how it is used and how it is shared. And so I think controls around that is very important. Having said that, yes, we need not, you know, put in place regulations that more or less disable innovation in the country. But if the innovation is going to antagonize people or going to take away their rights, then in my opinion, that is not the kind of innovation that we should be pursuing. So I believe that, you know, the two, innovation protection can sit side by side and we can make it work. And it really depends on usually the outlook of the regulator and the ecosystem around that. Data and taxation, I'm not sure whether I understand that, but if you're making reference to the operations of large corporations like the Facebooks and the Microsofts and the Googles, clearly they are earning income, right, in our respective countries. The challenge is that this global economy as we have it, or this digital economy, somehow enables interaction in our ecosystem without, you know, necessarily being registered in the ecosystem. And I think that in order to take advantage of the taxation rules, we probably need to look a lot more at international law and international cooperation. And that is where Africa coming together as a continent and demanding, you know, appropriate rights is a much better way to do this. I don't see Ghana or Senegal on their own succeeding very much in these conversations. So it's probably one of those issues that if we want to take advantage of, we need to come together as one and then do proper negotiations around that. Because you're looking at jurisdictional issues. When it comes to taxation, you're looking at jurisdictions, and the ecosystem itself usually doesn't lend itself. And even if you decide that you're going to, let's say, you know, tax Facebook, right? And it is not necessarily registered in your country, you're faced with legal challenges, with conflict of laws issues, and a host of other things. So it is something that must be really looked at. And I think that we are better off tackling it at the continental level through, you know, cooperation, collaboration, and necessary arrangements between governments. Cybersecurity cannot be left out of the data economy. In fact, it is one of the critical factors in the data economy because you're talking about integrity and safeguards of data. And in order to do that, you need to have the right cybersecurity framework. So I do not think that in the call to grow and develop the data economy, we're talking about less interventions. In fact, if you are sharing a lot more data, if people are using, then the risk, you know, to abuse of such data increases. And that even calls for more stringent interventions. So the data governance framework that I was even making reference to, if you look at the data policy that the AU has as well, you would see reference to the data security and safety of the ecosystem. And so I don't think that, you know, cybersecurity is thrown to the window just because we want to enable the data economy. I think it's part and parcel of, you know, helping us do it and utilize the data better. Thank you so much, Teki. Any other views from our distinguished guest? Oui, je peux prendre la parole. Please. Oui, d'accord, ok. Donc, tout à fait, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui est important quoi, de savoir, c'est que la donnée ne peut avoir de la valeur que si elle peut être utilisée. Et trop de restrictions dans son usage quoi, ne facilite pas quoi, l'économie de la donnée. Moi, je verrais la problématique en fait beaucoup plus globale et considérer
quelle pourrait être en fait la chaîne de valeur de la donnée. Donc, voir dans tous ces segments de la chaîne de valeur et de voir en fait comment réguler tout cela. Je m'explique en fait. C'est-à-dire, si on prend la donnée, il y a la problématique de son stockage, mais aussi de son exploitation. La donnée ne peut avoir de la valeur que si après on peut la transformer en quelque chose d'autre, quoi, et qui est vendable. Et donc, comme c'est le cas avec les ressources naturelles, produire de la donnée, c'est bien, mais pouvoir la transformer aussi, c'est encore mieux. Et donc, l'Afrique, je pense, doit mettre en place tout le dispositif qu'il faut pour générer ses propres données, bien les gérer, mais également se donner toutes les capacités pour pouvoir les exploiter et en créer de la valeur, mais pour l'économie. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Thank you so much. If there are any other views? If not, we will close this session. I have an intervention. Daniel. Please, Yes. please. I cannot see the room, so. Okay, thank you. I just wanted to touch on the issue of taxation. And since we have all the various stakeholders here, I want us to think very, very well about taxation. We should not basically take what is happening in other jurisdictions and impose it on Africa. The reason being that, for instance, I always use the example of GDPR. GDPR was written in context of the Europeans. Now with Africa being mostly and largely a developing economy, we need the presence of some of these multinationals to develop, to create jobs, to build the data economy. And so when we talk about taxation, we need to be careful. I don't think we should blindly slap taxation on a lot of these multinationals. We need to develop something that befits the continent of Africa. Now, within Smart Africa, we did a study on the impact of OTT in Africa, OTT being over-the-top services. So we are talking about Facebook, Skype, WhatsApp, etc. And it came out unanimously in alignment with what Teki has just mentioned, the need for a Pan-African consolidation when it comes to negotiating with these multinationals. But then also, as we talk about taxation, let's look within and see what have we done with the money that we have. You touch on universal access service funds, and across Africa, we have a lot of money, over 400 million US dollars sitting within the universal access fund, unused. For those who have used it, for some of the governments who have used it, have they used it for that purpose? So when you look at these things, it makes it a bit difficult to also try and convince these multinationals to start paying tax. That being said, there is also the availability of the value-added tax, which is, we believe it's a low-hanging fruit because people are transacting businesses on these platforms. And so the value-added tax is something readily that we should start talking about with the multinationals. But in terms of steps forward and in terms of what we should do, we need to clean up the universal access funds. We need to make it more transparent. We need to make it more efficient. We need to show that we are able to use it for the purpose for which we are taking it for. Then we can talk about that Pan-African platform that will talk about this taxation. And I also want to look at it beyond taxation. Shouldn't we be looking at it from the point of view of a sort of a contribution that helps us to build our digital infrastructure and digital services within Africa? Is taxation the only service? Is taxation the only source of revenue for us to build
our digital infrastructure. We need to think about these things. And I think basically the point I want to make is that if we are trying to make solutions for Africa, let's step back and look within our context and not copy blindly. Thank you very much. Thank you so much, Thelma. With this, a few words. I thank you very much, dear panelists, for your contributions. I think it was a provocative discussion that we had here. Thank you very much for all those that are present in Dakar for attending. And I think we can draw some conclusions. I think one of the biggest conclusions that is like we need to create an enabling environment for the data economy in Africa, and this can be done only in partnership with the platforms, with the civil society, with the SMEs, with the government, in a whole of government approach, meaning involving all branches of the government that are data holders and are interested in this. And from the side of GIZ in Europe, what I can tell you is that we are ready to stand close to Africa to support all your initiatives that are in this domain and to further support the creation of African-owned data governance system. Thank you so much. Merci beaucoup, Daniel, vraiment pour l'excellent travail. On peut les applaudir quand même, hein, parce que vraiment le panel a été de haut niveau, de bonne qualité. Merci aussi à Madame Olalade de Meta, Madame Teki Akwete, Seydina Ndiaye de l'Université virtuelle du Sénégal. Merci beaucoup pour ces instants partagés avec nous. J'ai une annonce et avant de donner la parole à Madame la Présidente Awa Ndiaye du Sénégal pour répondre à quelques interpellations, parce que nous avons reçu quelques questions en ligne pour Smart Africa, pour la CDP, pour le ministère de l'économie numérique, entre autres. Très rapidement, en 3 minutes, avant qu'on aille au déjeuner, lui rappeler que les tests Covid, les prises, les prélèvements sont en train d'être faits. Derrière l'écran visuel que vous voyez là-bas, au fond de la salle. Donc, pour tous ceux qui veulent faire le prélèvement tout de suite, et les résultats seront reçus dans l'après-midi. Avant d'aller au déjeuner, s'il vous plaît, passez là-bas, dans ce coin là-bas à gauche, pour faire les prélèvements si vous en avez besoin. Très rapidement, sur les questions en ligne, la première, elle est adressée à peut-être Madame la Présidente de la CDP. Elle vient de Steven Pacom Akomian, qui demande... oui. D'accord, donc tu vas terminer. Commençons par les autres questions et Madame la Présidente va terminer. Pour Asian Maurice Mensa qui demande si les présentations et l'enregistrement du forum seront mis à disposition. Effectivement, ça sera fait tout à l'heure par les équipes techniques entre Muntaga et l'équipe de la CDP. Toutes les présentations seront envoyées à tout le monde déjà par mail et les vidéos aussi seront rendues disponibles sur le site de la CDP, sur le site de Smart Africa. Donc, vraiment, soyez les bienvenus pour exploiter ces ressources-là qui seront en ligne. Steven Pacom Akomian demande à Smart Africa la possibilité de disposer de la Smart Africa Guidelines on Data Protection and Privacy. Bon, il a donné son mail, je ne sais pas, il y a Yann ou quelqu'un qui peut répondre à ça? Ou tellement, d'accord. Go ahead, Thelma, please, on this. I'm sorry, can you repeat the question? I didn't get Someone asked if it's possible to have the Smart Africa Guidelines on Data Protection and Privacy available for him. Yes, so thank you for the question. President? Thank you for the question. So the guidelines has not been outlawed yet. Reason being that it's a document that has been developed with the support of Smart Africa and the network of data protection authorities. So my advice would be that the colleague who has asked for it would get it from the network of data protection
authorities. Yes. It's clear. Thank you, Stephen, for your question. If you have anything, you can write a message online on this if you have other consent. Pour peut-être le directeur des télécoms ici présent, on a été interpellé sur l'identité numérique. Quel rôle va jouer l'identité numérique sur l'adressage numérique? C'est une question de Moussa Tal. Directeur, si tu peux me répondre à cette question. Attends, je te donne le micro. Merci, Adama. Par rapport à cette question, comme vous le savez, l'adresse postale, l'adresse du domicile, bon, quand on parle de l'adresse numérique, c'est qu'on va aller au-delà de l'adressage, de l'adresse postale, en fait. C'est ce projet que nous avons au niveau du ministère. Mais pour répondre de façon plus simple à la question, au niveau de l'identité numérique, on a un certain nombre d'éléments caractéristiques. Et je pourrais dire que si on prend juste la carte d'identité, nous avons besoin de l'adresse du domicile, qui fait partie des éléments caractéristiques. Et par extrapolation, au niveau de l'identité numérique aussi, nous avons besoin de certaines informations par rapport à la personne, dont son adresse de domicile. Ce seront des éléments qui ne seront pas peut-être mis à la disposition de tout le monde, mais qu'au niveau du système ou des organisations qui s'en occupent, on pourrait faire des recoupements pour effectivement retrouver l'adresse du domicile. Merci. Directeur. Donc, pour terminer, avant de vous libérer pour le déjeuner, Madame la Présidente Awandiaï, il y a une interpellation aussi du capitaine Serigne Bakegei de la gendarmerie sur comment aujourd'hui, après avoir salué le cadre réglementaire qui existe sur la protection des données personnelles, il interpelle sur l'accompagnement des forces de sécurité, des dispositifs des forces de sécurité par les autres acteurs de l'écosystème numérique, notamment comme l'autorité de la CDP. Qu'est-ce que vous avez à répondre au colonel, au capitaine Serigne Bakegei de la gendarmerie? De répondre au capitaine, je pense qu'il y avait une question sur la loi. Oui, oui, en ligne, oui, c'est vrai. Il y a une question de Stephen Pacom Akomian qui demande quand est-ce qu'on aura l'occasion de voir l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des données personnelles du Sénégal. La nouvelle loi. Donc, à ce propos, je vais donner la parole à Pape Hassan Touré, puisque la loi est plus à son niveau qu'au nôtre. Vous avez parfaitement raison, Madame la Présidente. Effectivement, nous avons reçu au niveau du secrétariat général du gouvernement le projet de loi sur la protection des données à caractère personnel. Le texte est porté par le ministère en charge des télécommunications et de l'économie numérique. Nous l'avons diffusé, donc il y a un processus qui doit être respecté. Nous avons diffusé le texte, nous avons commencé à recevoir les observations des différents départements ministériels et des services de l'État. Donc, incessamment, ce texte sera programmé pour la réunion du comité technique qui valide techniquement le texte d'abord. Ensuite, le texte sera transmis au Conseil des ministres pour adoption et enfin transmission à l'Assemblée pour adoption parlementaire. Voilà un peu décrit donc l'état de validation du projet de loi. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, nous aussi, nous sommes très impatients de voir enfin ce texte adopté et en vigueur, parce que ça, je pense que ça va changer un petit peu le visage de la protection des données au Sénégal. Mais je pense qu'il est entre dans de bonnes mains, puisque Papa Santouré est tout aussi intéressé à voir ce texte sorti et il est tout aussi partie prenante à la bonne marche de la protection des données personnelles au Sénégal. Pour revenir sur la question du capitaine Gay,
Je vais simplement dire au capitaine que nous avons tenté, à ce moment, je pense qu'il n'était pas encore en poste, de mettre en place une synergie d'action et une coopération entre la Commission de protection des données personnelles et la gendarmerie, tout comme nous l'avons fait avec la division cybersécurité de la police nationale. Malheureusement, les choses n'ont pas pu se faire, puisque nous avons relancé plusieurs fois donc, son prédécesseur, mais malheureusement, nous n'avons jamais eu de réponse favorable donc, à notre désir de coopérer avec la gendarmerie, puisque nous sommes conscients que promouvoir la protection des données des Sénégalais est un mandat qui nous est confié, mais qui leur est confié également, tout simplement parce que les interactions au sein de l'Internet, ce sont des interactions que plus personne ne peut arrêter. Il faut donc les encadrer, mais il faut également protéger, contrôler ces interactions et faire en sorte que les choses se passent dans de bonnes conditions et que l'Internet, en tout cas l'environnement numérique au Sénégal, soit un environnement où les gens peuvent véritablement surfer en confiance. Pour cela, nous avions pensé à mettre en place une plateforme d'échange, une plateforme de soutien réciproque entre les différents acteurs qui interviennent, la gendarmerie, la police, la CDP, le ministère de la Justice, et nous étions allés voir ces différents acteurs. Malheureusement, nous avons buté sur la gendarmerie. Donc, nous sommes tout à fait ouverts, évidemment, à rencontrer les nouvelles autorités de la gendarmerie qui s'occupent de ce secteur et à travailler, à les accompagner et à faire en sorte qu'ils nous accompagnent dans ce travail que nous menons, puisque nous n'avons pas de prérogative d'investigation. Lorsque nous recevons des alertes ou des signalements ou qu'un problème se pose, évidemment, nous avons le devoir, bien entendu, de l'exploiter, de travailler dessus, de voir comment les choses se passent, de discuter avec les protagonistes. Mais le travail d'investigation et d'enquête sur le terrain est du ressort des autorités de sécurité. Donc, véritablement, nous travaillons en parfaite harmonie avec la police et nous souhaiterions pouvoir le faire avec la gendarmerie nationale, bien sûr. Donc, nous sommes tout à fait ouverts. Il a posé une question par rapport à l'ARTP. Si sa question, c'est un soutien financier de l'ARTP, bien entendu, c'est à l'ARTP qu'il faut le demander. Nous ne gérons absolument pas et nous n'avons aucune possibilité de le faire. Et si jamais ils arrivent à faire sortir un peu des sous de l'ARTP, eh bien, qu'ils nous donnent la recette parce que ce n'est pas évident. Voilà, donc voilà les réponses que je voulais donner au capitaine Gueye, en le remerciant d'avoir été là tous ces 2 jours et d'avoir participé aux travaux et en espérant bien entendu que cette coopération soit confirmée dans les jours prochains entre nos 2 institutions. Voilà, Adama, les réponses que je voulais donner. Merci. Oui, capitaine. C'était par rapport à la demande. Oui. Et pour cela, je pense que c'est dans ce cadre-là que nous interpellons les autres acteurs, dans la mesure où, en fait, il y a, en principe, les données, par exemple, dont nous utilisons le plus souvent, ne sont pas à notre disposition. Et nous sommes des acteurs qui doivent, en fait, en disposer. En même temps, garantir, participer à la garantie de la confiance numérique. En fait, si la gendarmerie, par exemple, tentait à elle seule de mettre en place un dispositif qui lui permettrait de disposer des données, je pense que des questions vont se poser à plusieurs niveaux. Alors qu'il y a des acteurs qui sont là, et l'objectif final, c'est d'assurer la confiance. Je pense que j'en avais parlé par rapport à l'approche. Aujourd'hui, nous avons besoin, par exemple, de la disponibilité de ces données, d'en faire seulement des choses qui concernent en fait nos missions régaliennes, les missions régaliennes de la gendarmerie. En fait, dans le cadre de la sécurité et de la défense. Je pense que de la même manière, nos camarades des forces, je veux parler des armées, en fait, sont interpellés, en fait, aussi ont ce besoin.
Aujourd'hui, nous savons tous que parfois il peut y avoir des lenteurs ou bien des dysfonctionnements dans le processus de transfert des fichiers, des correspondances et autres. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, nous sommes dans un cadre de résolution globale d'un problème. Et il serait en fait déjà cassé si aujourd'hui il y a des acteurs qui sont là, en fait, qui ont des prérogatives et qui sont écartés parce que tout simplement il y a telle ou telle chose. Pour cela, nous, on s'engage personnellement de notre côté à activer en fait tout ce qu'il faudra, c'est-à-dire pour que la gendarmerie ait sa place dans ce dispositif. D'ailleurs, on peut le voir déjà avec l'organisation. On note que dans le dispositif, il ne prévoit pas la présence du ministère des Forces armées dans la constitution de la CDP, la présence. Et ça, c'est des trucs qu'on doit prendre en compte dès le départ. Nous, quand nous avons reçu le papier, nous avons fait la remarque, en fait, nous avons apporté comme contribution des trucs dans ce sens, mais également la mise en œuvre, en fait, l'approche by design pour assurer à tous les acteurs, en fait, la confiance, parce que la confiance est à la base de tout. Merci. Merci. Président, vous voulez conclure rapidement? Oui, c'est simplement pour dire au capitaine Gueye que je pense maintenant comprendre qu'il est en train de poser des problèmes de sécurité lorsqu'ils sont en but à des problèmes de sécurité et à l'accès donc à certaines données. Mais le capitaine Gueye sait aussi bien et mieux que moi qu'ils ont la possibilité de faire des réquisitions. Lorsqu'ils font des réquisitions, les données dont ils ont besoin leur sont apportées. Et je pense que c'est pour vous, c'est cette latitude que vous avez. Mais on ne peut pas vous donner la latitude d'avoir accès à toutes les données. Je ne vais pas dire n'importe comment, mais je veux dire qu'il y a quand même un cadre qu'il faut respecter, un cadre législatif qu'il faut respecter. À l'intérieur de ce cadre législatif-là, vous avez des possibilités d'avoir accès, lorsque vous faites une réquisition dans des cas de sécurité publique ou de sécurité nationale, vous avez accès aux données dont vous avez besoin. Et les partenaires, les opérateurs le savent bien et jouent le jeu, même si parfois, lorsqu'il y a réquisition, quelqu'un comme Sonatel, par exemple, un opérateur comme Sonatel, revient vers nous pour nous dire « on nous a demandé telle et telle donnée, mais nous, on veut d'abord avoir l'avis de la commission de protection. » Mais on leur dit « si vous avez reçu réquisition, eh ben, vous devez donner la donnée. » Tout simplement, vous devez donner les données qui vous sont demandées. Mais en dehors de ce cadre légal-là de réquisition, vous ne pouvez effectivement pas les donner. Donc, c'est sûr que cette plateforme d'échange et de partage et d'information est importante, tout simplement parce qu'elle permet à chaque acteur de savoir quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, jusqu'à où il peut aller, et là où est-ce que la loi l'arrête. Ça aussi, c'est très important. Et donc, je pense qu'il faudrait mettre cette plateforme en place. Là, je parle vraiment sous le contrôle de Pape Hassan, parce qu'en matière de cybersécurité, il est quand même un expert et il sait bien qu'effectivement, en matière de cybersécurité, les forces de sécurité et de défense ont très souvent besoin de données personnelles pour faire leur travail d'investigation et de recherche. Mais ce travail d'investigation et de recherche, il est quand même facilité par des éléments qui existent dans la loi, dans les lois nationales et dans les réglementations nationales en termes de réquisition ou en termes de je ne sais quoi, qui leur permet d'accéder à ces données, même si elles ne sont pas accessibles, même si les citoyens ont des droits, lorsqu'il s'agit d'un problème de sécurité, ils peuvent avoir accès à des droits. Donc, à part ça, vraiment, je voudrais que tu prennes la parole peut-être ce sera très rapide. encore mieux. Ce sera rapide. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent en dire autant. Je pense que les officiers de police judiciaire, de façon générale, s'ils peuvent avoir accès, si c'est la problématique qui est posée, à des données, il y a des mécanismes qui sont prévus dans le code pénal, même de façon générale. Hein. Il y a des réquisitions qui sont possibles, mais également dans la loi sur la cybercriminalité, il y a beaucoup de mécanismes hein, ils peuvent adresser à des opérateurs des réquisitions pour demander la divulgation de certaines informations. Il y a des mécanismes qui sont prévus et par le code pénal de façon générale et par la loi sur la cybercriminalité.
Maintenant, s'il s'agit maintenant pour les officiers de procéder à des traitements, c'est-à-dire de prévoir à leur niveau des traitements de données à caractère personnel, c'est des traitements qui sont réalisés au nom de l'État. Puisque, après tout, la gendarmerie, la police, après tout, c'est l'État. Et là, la loi sur la protection des données à caractère personnel a prévu effectivement un système d'avis, c'est-à-dire ce traitement devra être créé par un texte réglementaire qui devra au préalable recueillir l'avis de la commission de protection des données à caractère personnel. Donc, il y a vraiment des mécanismes qui sont dans la loi sur la cybercriminalité, dans le code pénal et dans la loi sur les données à caractère personnel, qui est en cours, comme on l'a dit tout de suite, de révision pour faciliter les échanges de données avec les autorités publiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Assane Touré. Nous avions démarré ce matin avec 40 minutes de retard. Nous les avons réservés jusqu'à 7 minutes. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'il faut se féliciter pour tout le monde. Et puis, on se retrouve à 14h30 parce que l'après-midi, ça va être court. Hein? Donc, s'il vous plaît, si on peut se retrouver juste à 14h30 ici pour terminer au plus tard à 16h30, ce sera parfait. Merci beaucoup à tout le monde et bonne